Que faire de nos vices? C'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, nous parlons de notre propension à nous agacer et de l'hypocrisie qui souvent masque l'agacement. C'est un jeu curieux, où quelque chose qui nous fait un peu honte est retenu, maîtrisé, mais au prix d'un comportement qui n'est pas plus vertueux. Oui, souvent, l'hypocrisie permet de recouvrir nos agacements et nos irritations. Nous verrons d'ailleurs s'il y a une différence entre ces deux mots. Car ce n'est pas très noble, il est vrai, de prendre en grippe son voisin de bureau qui mâchonne son crayon de manière un peu répugnante, ou encore cet ami d'amis qu'on voit souvent et dont les tics de langage sont exaspérants. Mais comment se fait-il que tant de petites choses insignifiantes puissent nous énerver ainsi? En général, on n'ose pas le dire car il n'y a pas de quoi être fier, sauf lorsqu'on n'en peut plus, que la colère monte absurde souvent et l'on n'est pas fier d'elle non plus. Non, il vaut mieux se contenir, feindre que tout va bien, arborer un sourire amène et bienveillant. Et sans doute, l'hypocrisie est-elle nécessaire dans une certaine mesure au fonctionnement d'une société. Il y a pourtant une autre voie, celle des stoïciens qui nous font réfléchir à une véritable maîtrise et même à une guérison de nos irritations futiles. Savoir se recentrer sur ce qui est important, retrouver hauteur de vue et sérénité. Le stoïcisme briserait-il le cercle vicieux qui lie agacement ou irritation à l'hypocrisie? Peut-être, mais dans la grande discussion qui s'est jouée dans le XVIIe siècle français à propos de l'hypocrisie, les stoïciens ont été des cibles de choix, traités eux-mêmes d'hypocrites. Notre problème de ce matin est donc délicieusement vertigineux. Bonjour Frédérique Ildefonse. Bonjour Géraldine. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et l'une des meilleures spécialistes en France du courant philosophique appelé le stoïcisme. Bonjour Jean-Charles Darmon. Vous êtes professeur de littérature française à l'École normale supérieure à Paris, grand spécialiste de la littérature du XVIIe siècle et avec vous, Molière en particulier s'éclaire d'un jour plein de philosophie. Je précise que vos travaux à l'une et à l'autre sont détaillés sur le site de notre émission. Enfin, bonjour Clara De Giovanni. Bonjour. Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine, notre partenaire cette semaine pour cette série sur les vices, car paraît en même temps que notre série, un hors-série de Philomag sur les vices. C'est disponible en kiosque. Et vous, Clara De Giovanni, vous avez publié cette semaine un article sur l'agacement et l'irritabilité. Je vous propose de m'aider dans cette émission à interpeller nos deux grands chercheurs sur ce sujet abyssal. Mais c'est votre analyse à vous qui sera notre point de départ. Elle passe par un penseur très profond du début du XXe siècle, l'allemand Georg Simmel. Simmel disait que la vie de citadin accroît beaucoup nos agacements. Écoutez-le, c'est un texte de 1903. Le fondement psychologique sur lequel s'élève le type de l'individualité des grandes villes est l'intensification de la stimulation nerveuse qui résulte du changement rapide et ininterrompu des stimuli externes et internes. L'homme est un être de différence. Sa conscience est mise en mouvement par la différence entre l'impression d'un instant et celle qui la précède. Persistance des stimuli, insignifiance de leurs différences, régularité habituelle de leur cours et de leurs contrastes usent pour ainsi dire moins de conscience que la concentration rapide d'images changeantes, le brusque écart dans le champ du regard, l'inattendu des impressions qui s'imposent. En créant précisément ces conditions psychologiques, avec cette façon de marcher dans la rue, avec ce tempo et cette diversité des façons de vivre, économiques, professionnelles, sociales, c'est déjà dans les fondements sensoriels du psychisme, dans le quantum de conscience qu'elle exige dans notre organisme comme être de différence, que la grande ville forme un profond contraste avec la petite ville et la campagne dont la vie sensible et intellectuelle coule plus régulièrement selon un rythme plus lent, davantage fait d'habitude. Clara De Giovanni, pensez-vous, comme Simmel, que les citadins sont plus facilement agacés et irrités que les autres? Alors je ne dis pas que les personnes qui vivent en campagne ne sont pas agacées, mais en revanche, ce texte est intéressant parce qu'il montre quand même qu'il y a quelque chose de profondément agaçant
dans l'urbanité, dans la métropole, dans la grande ville, justement parce que la grande ville est le lieu d'un foisonnement de stimuli externes. Zimmel a une vision très sensorielle de la ville, et donc il y a cette idée que quand on vit en ville, on est constamment agressé, sollicité, percuté par des lumières, des bruits, une certaine ambiance qui provoque une espèce d'érosion à la longue. Et tout le problème, c'est que cet agacement va de pair petit à petit avec une forme d'indifférence. Alors ça, c'est quand même assez paradoxal, à condition... Enfin, ça ne l'est pas si on considère que l'indifférence, c'est un apprentissage qui permet justement de neutraliser nos agacements et nos irritations. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec l'hypocrisie qui nous intéressera un peu plus loin dans l'émission. Tout à fait, on peut dire que l'agacement est une forme de toute façon de bulle protectrice qui nous permet de ne pas exploser de colère. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans notre hors-série, c'est à chaque fois, sur les vices, essayer d'exhumer la part vertueuse qui gît dans chaque vice. Dans l'indifférence, c'est vertueux. Il y a une part, tout à fait. En fait, l'agacement et l'indifférence sont des manières de ne pas céder à la colère, à l'explosion. Et donc, je trouve qu'il y a une forme de retenue dans ce qu'on considère comme des vices. Je dirais, pour le dire très clairement, que l'agacement est la politesse du colérique. Et pourtant, et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que par agacement, on pourrait symboliquement tuer. Je donne un exemple assez radiophonique, la misophonie, les bruits de bouche. Quand quelqu'un mastique de manière bruyante, ça peut provoquer un tel fiel, une telle amertume, une telle rage, qu'on peut avoir des pulsions assez destructrices. Et pourtant, la plupart du temps, on essaye de se retenir, on prend sur soi. Vous ne pouvez pas savoir, chers auditeurs, à quel point Frédéric Ildefonse et Jean-Charles Darmon acquiescent. D'ailleurs, je voudrais bien vous entendre. C'est très vrai ce que vient de dire Claire de Giovanni. Vous êtes d'accord, Jean-Charles Darmon? Les bruits de bouche et tout ça, vous acquiescez, vous... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. En plus, et on puis, parle à la radio, vous imaginez? absolument. Et puis, ça éveille beaucoup d'échos aussi. Hein, c'est quelqu'un qui connaît un peu la littérature du XVIIe siècle. Ah oui? Donc, qu'est-ce qui agace? Parce que ce qu'on appelle les moralistes, hein, cette nouvelle figure qui n'est pas tout à fait identifiable à celle du philosophe, hein, qui fait une sorte de phénoménologie justement des travers, des vices, des passions, etc., ne cesse d'insister sur cet excès de stimuli lié à la vie de cour, par exemple. Hein, la société de cour qu'a décrit Norbert Elias, hein, Oui. où il y a une sorte de danse des affects qui produit un effet d'érosion. Une étiquette. Et voilà. Elias. Mais du coup, ça crée une sorte, au bout d'un moment, d'indifférence. Hein, lisez La Fontaine, hein, c'est comme une vision mécaniste, au bout d'un moment où les courtisans perdent la maîtrise, en quelque sorte, hein, de leurs affects et sont en quelque sorte des objets dans un vaste mouvement d'horlogerie. Et faut-il apprendre à être indifférent, alors, quand on est un gentilhomme ou une dame très chic du XVIIe? Ces gens-là ont appris à... Absolument. Alors, ont appris justement, l'indifférence. alors, en contrepoint de ça, il y a tout un discours de la repossession de soi, en quelque sorte, du désassujettissement. Hein. Ce qu'on appelle la retraite, hein, le discours du retrait ou de la retraite prend une valeur différentielle puissante, hein, pour retrouver justement à la fois ses affects et son assiette, hein, en quelque sorte, son patron, comme dirait Montaigne. C'est un discours qui crée d'ailleurs, pour la vie en société, une sorte de dissociation. Hein. On a beaucoup parlé de l'émergence dans l'Europe de la première modernité de la figure de l'homme dissocié. Un homme dissocié entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire apprendre, en quelque sorte, à être conforme aux usages dans la vie de société, en supportant les usages. S'il y a des gens qui mastiquent, il faut les supporter. Hein, les règles de la civilité, les règles de la politesse. On ne va pas se battre en duel à tout propos, quand on est un gentilhomme. Et en même temps,
face à cette extériorité, justement, un homme dissocié, c'est-à-dire qui, loin disons, des valeurs communes, va développer une morale du fort intérieur, hein, justement, une morale qui n'est pas communautaire, mais qu'il va chercher en lui-même, hein, au fond de son cœur. C'est très intéressant parce que l'étiquette de la cour semble normalement nous permettre de ne pas nous énerver face aux petites contrariétés, mais en même temps, vous dites qu'elle est tellement rigide, cette étiquette, qu'elle crée des choses très agaçantes. Donc c'est complètement contradictoire. Absolument, parce que tous les signes, vous êtes suspendu aux signes qui donnent votre valeur. Et il suffit qu'un signe vous désignant, ou désignant votre place dans cette cour, change ou évolue, et votre valeur peut tomber, hein, comme en bourse. Hein. Il y a une sorte de bulle spéculative, hein, de la société de cours. Non, mais je vous ai dit, Jean-Charles Darmon sur le XVIIe siècle est inattendu. Et vous, Frédéric Ildefonse, vous avez beaucoup souri aux remarques de Claire de Giovanni. Vous êtes agaçable ou irritable facilement ? Oui. Par les bruits de bouche, par exemple, puisque oui, ce sont à la radio que vous évoquez en premier. Moi, je voulais dire une chose, c'est que ce qui m'agace pourrait ne pas vous agacer. Mais il y a un consensus sur les bruits de bouche, quand même. Ouais. Il y a un consensus sur les reniflements. Si on est en bibliothèque et que quelqu'un à côté de vous renifle de manière régulière, c'est vraiment... On lui donne un mouchoir. Moi, j'ai pensé souvent le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Oui, mais c'est vrai. Alors, il y a quelque chose tout de même dans l'agacement, là, c'est la répétition. C'est-à-dire, ce qui agace, c'est souvent ce qui se répète. Oui. C'est-à-dire, si quelqu'un renifle une fois, bon. Mais on va anticiper que la personne va renifler à nouveau. Et imparablement, elle va renifler à nouveau. Et donc, c'est ce jeu aussi de l'agacement qui a à voir avec la répétition. Peut-être, c'est plus le cas de l'agacement que de l'irritation, je trouve. Alors, vous faites une distinction. Moi, je vous écoute pour mieux comprendre cette distinction. D'abord, j'ai l'impression que agacer, c'est plus sensoriel. Que s'agacer ou être agacé, c'est plus lié à la sensorialité que l'irritation. On peut s'irriter d'une certaine situation dans laquelle on se trouve. Par exemple, les stoïciens vont critiquer le fait de s'irriter de telle situation dans laquelle on se trouve. Est-ce qu'on s'agace à proprement parler d'une situation où on se trouve ? J'ai l'impression que l'agacement est plus sensoriel, donc, et d'ailleurs, l'étymologie nous ramène à l'acidité. Oui. Donc il y a quelque chose de... Acidare, c'est ça, Clara de Giovanni, vous le dites volontiers parce que c'est pas votre premier article sur l'agacement et l'irritabilité. Ça vient de acidare et il y a cette idée d'acide. Quand on est agacé, on s'acidifie littéralement le corps, on s'intoxique de l'intérieur. Et ça, on se ronge. On se ronge et on voit dans la vie, il y a des gens tout le temps amers, tout le temps agacés et ça se voit dans leurs traits. Il y a une espèce de crispation du corps et là, il y a ce truc de, à force de prendre sur soi, on devient d'une amertume immense et c'est des gens qui sont très agaçants. Et je trouve que les gens agacés sont agaçants. Il y a une espèce de contagion de l'agacement qui crée une amertume généralisée qui peut rendre la société totalement invivable en réalité. Alors finissez, oui, Frédéric Ildefonse. J'avais trouvé dans un dictionnaire médical qu'on parlait en effet d'agacement des dents, et Jean-Charles l'évoquait un peu avant l'émission. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une sensation d'irritation des dents produite par la mastication de fruits acides, groseille, que j'adore par ailleurs, la grenade ou la pomme verte, que j'aime aussi, de légumes acides, l'oseille. Donc c'est sensoriel. Donc il y a quelque chose dans le mot agacement. Oui. Par ailleurs, bon, vous me direz, l'irritation, c'est cutané aussi. Bah oui. On parle d'une irritation cutanée. Mais tout de même, j'ai l'impression que dans les usages communs de l'irritation, on est irrité d'une situation alors qu'on est agacé d'un petit trait qui se répète. Et là, je pense que le danger aussi, c'est la focalisation. Oui. C'est-à-dire qu'on en vient à réduire une personne dans un certain geste ou un certain tic de langage vous agace, on en vient à le réduire à ce trait. Là, dans les deux cas, diriez-vous que... Dans les deux cas, oui, puisque dans les deux cas, nous avons affaire à des petites choses ou des parties. Oui. Les stoïciens
nous incite à nous calmer, si j'ose dire, dans les deux cas. Oui, oui, Alors, on va venir dans le détail, mais c'est juste pour comprendre. tout à fait. L'irritation va mieux, si j'ai bien compris, aux propos, en traduction pour les Oui, stoïciens, oui, Épictète, Marc Aurèle, oui, on va y venir Sénèque, c'est plutôt l'irritation. oui, il me Mais vous semble. êtes d'accord que conceptuellement, au fond, on pourrait appliquer tout ce qu'ils ont dit et que nous allons explorer ensemble dans cette émission, un peu aux deux situations, Bah, disons que dans les deux agacement, cas, il y a irritation. l'affaire du tout et de la partie. Dans les deux cas, d'accord. Et dans les deux cas, il y a une focalisation qui est mauvaise, abusive et fausse. Donc, nous allons voir ce que les stoïciens ont à dire pour nous guérir de nos obsessions et nos focalisations concernant les parties. Je voudrais vous faire remarquer à tous les trois qu'il y a évidemment une solution beaucoup plus radicale. Je ne sais pas si elle existe souvent dans la réalité, en tout cas dans la fiction. N'oublions pas le magnifique personnage d'Isabelle, incarné par Zabou Breitman, dans La Crise, le film de Colin Serrault de 1992. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai amené toutes mes affaires. J'en ai marre de pas dormir avec toi tous les jours, je m'installe. Je t'ai jamais proposé le mariage ni de vivre avec toi, mais ça j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je t'aime vraiment et je peux pas me passer de toi. Je fais le grand saut. Comment ça, le grand saut? Quel grand saut? Mais ça va pas la tête? Quoi, ça va pas la tête? Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi, moi. J'ai pas du tout envie, tu comprends? Pas du tout. Mais de quoi t'as pas envie? Mais de tout, de rien, je sais pas, moi. T'as toujours faim quand je fais un régime, tu te rases pendant des heures et tu nettoies jamais le lavabo. J'ai pas la place pour une grosse machine à laver. Ton copain Stéphane, je le trouve lourd. Je veux pas qu'il vienne chez moi regarder les matchs de foot en bouffant toutes mes cacahuètes. Je sais pas, moi, plein de trucs. T'aimes pas mes amis? Ah bah Stéphane, je l'aime pas, non? Mais si tu m'aimais, t'aimerais aussi mes amis. Eh bah tu vois, je t'aime, mais Stéphane, il me reste en travers du gosier, voilà. En plus, je viens juste de me faire construire une nouvelle bibliothèque. J'ai enfin réussi à casser toutes mes affaires, alors s'il faut en plus... Est-ce que tu peux caser- être égoïste tout de même? Non mais dis donc, tu te crois où, là? Comment ça où je me crois? Bah oui, tu viens m'emmerder chez moi à 3h du matin. Ah bon? Je viens te demander en mariage et toi t'appelles ça venir t'emmerder. Écoute Didier, je ne veux pas vivre avec quelqu'un, tu comprends? Ni toi, ni personne, je ne veux pas. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je veux dépenser mon fric à ma façon, je veux... Mais tout ça tu pourras très bien le faire, je vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je ne veux pas d'un mec étiaffé sur mon canapé qui baille en disant qu'est-ce qu'il a bouffé ce soir. Je ne veux pas qu'on me dise tiens, toi qui repasse si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas que ta mère me téléphone pour savoir si je t'ai bien donné tes cachets contre la grippe. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas nettoyer la cuisine pendant 3 heures le jour où t'auras décidé de faire une paella pour tes collègues du bureau. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie. T'as quelqu'un d'autre, il est ici. Didier, tu me fais vraiment chier. Clara de Giovanni, vous qui avez écrit sur l'agacement et l'irritation, ça c'est une solution. Tout dire, l'exaspération, la colère, avec les conséquences qui s'en suivent. Ah, tout à fait, moi j'adore cet extrait et il est symptomatique de ce que j'appellerais un agacement flamboyant, virtuose. Et c'est ce que Jean-Pierre Bacri, l'acteur Jean-Pierre Bacri, avait aussi. Il y a des acteurs comme ça qui sont agacés de manière assez virtuose et leur agacement, là on l'entend aussi avec Zabou Breitman, a quelque chose d'assez magnifique parce qu'il vient pointer justement soit l'hypocrisie qu'il y a dans la société, soit là en l'occurrence les vicissitudes de la vie de couple. Et là, c'est un refus catégorique de vivre cette espèce d'érosion routinière propre au couple. Et là, il y a quelque chose de totalement salutaire, libérateur, et c'est un plaisir à entendre. Et donc, c'est la version très brillante de l'agacement. En l'occurrence, là, c'est une vraie crise de nerfs et c'est un plaisir à entendre. Pas sûr que ce soit une crise de nerfs, mais bon, on ne va pas pinailler sur les mots. Scène impossible au XVIIe siècle, Jean-Charles Darmon. Oui, bien sûr. Mais en même temps, on pourrait trouver quand même des échos, hein, il me semble. Jean-Pierre Bacri pourrait jouer un certain nombre de rôles du XVIIe siècle. Alceste, excusez-moi. Absolument. Alceste, dans le Misanthrope de Molière, est un Absolument. personnage inventé pour dire toujours la vérité. Serait-il une sorte de Zabou Breitman, Bien sûr, parce que Isabelle, à le l'époque? titre le dit, le misanthrope ou l'atrabilaire. C'est-à-dire que sous la dénonciation des vices, qui est à répétition, Molière fait apparaître
la bile noire. Et la bile noire servait à thématiser ce que vous désignez aussi par cette propension à l'agacement constant. C'est-à-dire que, effectivement, quand on enlève le masque de la dénonciation des vices, des faux semblants, etc., on trouve d'abord un certain nombre de faiblesses liées au corps, Oui. La sensorialité d'Alceste. C'est dur, l'altérité corporelle. Hein. Absolument. C'est ça que dit Et Isabelle Molière Huppert. fait sentir ça dans le personnage même d'Alceste. Mais en même temps, il y a un certain nombre de faiblesses d'Alceste récurrentes, ces faiblesses étant elles-mêmes liées aussi à une volonté de s'imposer, à une volonté de puissance, à une volonté de soumettre autrui à son propre... On va y revenir. Hein. Voilà, Moi, je le trouve terriblement violent. Voilà, soumettre autrui, y compris Célimène. Évidemment. Y compris une sorte de violence imposée au groupe qui l'entoure. Donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on soit si éloigné que ça. Finalement, même au XVIIe, ouais. quelque chose de cette crise, puisque c'est le titre du film de Colin Serrault, pourrait être possible. Et chez les stoïciens, alors là, pour le coup, franchement, Frédéric Ildefonse, un stoïcien ne saurait se mettre dans un tel état. Certainement pas. Certainement pas. Est-ce que vous pensez qu'ils résolvent vraiment les agacements et les irritations qu'ils ne manquent pas d'avoir? Je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible de travailler pour réduire les agacements. C'est-à-dire le travail qu'ils font sur la représentation, la manière dont ils ne permettent pas la passerelle de ce qui apparaît à un jugement concernant ce qui apparaît, s'il n'est absolument maîtrisé par celui qui reçoit précisément la représentation. Je pense que là, il y a quand même des voies. Je dis pas que c'est... Je pense que c'est encore une fois plus facile pour l'irritation qui a trait à une situation que pour l'agacement. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de plus corrosif dans l'agacement. Donc, en traitant de l'irritation, ils vont vers l'objet le plus maîtrisable des deux, puisque vous avez distingué entre irritation et agacement. L'irritation, par une représentation, le fait de se dire, je vais quand même pas être irrité par cette toute petite chose qui concerne des parties d'une situation ou des parties d'un corps. Les stoïciens nous disent que la représentation du caractère un petit peu mesquin de notre énervement, ça suffit à le calmer. Il y a encore, c'est encore plus large. C'est-à-dire que, en fait, ils font un tel travail sur la représentation qu'ils en viennent à dire des choses très extrêmes. Par exemple, une femme et son mari se disputent à propos d'un collier. Avant, tout allait bien. Et puis, ils se disputent à propos d'un collier. Et Pictette dira, qu'est-ce que c'est un collier ? C'est un jugement. Donc, vous voyez, ça va encore plus loin que... Je n'ai pas compris du tout. Voilà. C'est un jugement de juger, de considérer qu'il est important. C'est ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est un collier ? C'est un jugement, c'est-à-dire, c'est le jugement que je porte sur ce collier. Et son importance. Et vaut-il le coup, en effet, de produire un conflit. Donc ça va extrêmement loin. C'est-à-dire, c'est pas seulement je m'irrite de ma situation et je ne devrais pas, mais plus généralement, c'est pour chaque chose que nous sommes tentés de présenter comme un objet, remonter en fait au jugement qu'on produit sur lui. Bon, alors on va les écouter, les stoïciens, et on va se demander si ça marche. Leurs conseils, voici, pour commencer, un texte d'Épictète. Donc Épictète, il est né en l'an 50, il est mort quelque part autour de 125 ou 130. Ses entretiens ont été retranscrits par des élèves, des disciples. Voici un texte extrait du livre 1 des entretiens d'Épictète. Il faut donc que je sois amputé de la jambe ? Esclave, pour une misérable petite jambe, tu fais des reproches au monde ? Tu n'en feras pas don à l'univers ? Tu ne t'en sépareras pas ? Tu ne la rendras pas avec joie à celui qui te l'a donnée ?
Tu t'indigneras et seras mécontent de l'ordre établi par Zeus, ordre qui l'a fixé et réglé avec l'assistance des moires filant ton existence? Ignores-tu quelle infime partie tu représentes en regard de l'univers? Je veux dire du point de vue du corps, car pour ce qui est de la raison, tu n'es pas inférieur aux dieux, ni moins grand. La grandeur de la raison ne s'évalue pas selon la longueur ou la hauteur, mais selon les jugements. Ne veux-tu pas par conséquent mettre le bien dans ce en quoi tu es l'égal des dieux? Et voici maintenant un texte de Marc Aurèle, né en 121 à Rome, mort en 180, empereur romain. Son règne, c'est 161 jusqu'à 180. Écoutez-le. L'âme de l'homme se fait surtout injure lorsqu'elle devient, autant qu'il dépend d'elle, une tumeur et comme un abcès du monde. S'irriter en effet contre quelque événement que ce soit est se développer en dehors de la nature, en qui sont contenues, en tant que partie, les natures de chacun de tout le reste des êtres. L'âme se fait ensuite injure lorsqu'elle conçoit pour un homme de l'aversion ou que, pour lui nuire, contre lui elle se dresse, telle que les âmes des hommes en colère. Troisièmement, elle se fait injure lorsqu'elle est vaincue par le plaisir ou par la douleur. Quatrièmement, lorsqu'elle dissimule, agit ou parle sans franchise et contrairement à la vérité. Cinquièmement, lorsqu'elle ne dirige son activité et son initiative vers aucun but, mais s'applique à n'importe quoi, au hasard et sans suite, alors que nos moindres actions devraient être ordonnées par rapport à une fin. Or, la fin des êtres raisonnables, c'est d'obéir à la raison et à la loi du plus vénérable des États et des gouvernements. France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Agacement et hypocrisie, voilà notre sujet ce matin au sein d'une série qui porte sur nos vices. Et nous venons d'entendre Épictète, et c'est Nicolas Berger, notre réalisateur, qui lui prêtait sa voix. Et quant à Marc Aurèle, Les pensées pour moi-même, c'est Corinne Amar de notre équipe qui lisait cet extrait. Deux extraits stoïciens typiques, Frédéric Ildefonse, vous qui êtes une spécialiste du stoïcisme, qui tous deux évoquent la question de la partie par rapport au tout. Pouvez-vous un peu nous préciser cet argument? Donc en effet, l'irritation procède du fait qu'on abstrait une situation nous concernant dans l'organisation générale du monde. Pour les stoïciens, c'est tout à fait, c'est une position qui est tout à fait fausse, tout à fait ignorante, dès lors que précisément ce qui importe, c'est de vivre conformément aux événements qui arrivent par nature. Donc, se focaliser sur une situation qui nous mécontente, c'est simplement ignorer la manière dont ce qui nous concerne, dans cette situation en particulier et plus généralement dans tout ce que nous avons à vivre, s'insère dans un ordre cosmique qui est rationnel, que nous n'avons pas fixé. Et, notre devoir et notre gloire, c'est de nous insérer de manière la plus dynamique possible dans cet ordre. Ça, c'est notre gloire. Et puis, c'est la puissance du savoir qui nous permet de comprendre que la partie n'est pas grand-chose. Mais l'être humain n'est pas fait que de raison, de savoir, ni même de gloire. Oui, simplement, les stoïciens, de ce point de vue, sont radicaux, comme sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils se méfient énormément du moindre début de perturbation. Et pour eux, ce qui va nous perturber ne va pas rester cantonné à une part irrationnelle, comme certains philosophes l'auraient soutenu. Pour eux, si la passion est mauvaise, c'est que elle va se communiquer intégralement à l'âme. Donc il n'y a pas de distinction entre une partie irrationnelle et une partie rationnelle qui pourrait, pour ainsi dire, maîtriser la part irrationnelle. S'il faut, c'est ce qu'ils disent, déraciner les passions,
c'est qu'il y a un modèle de propagation, un modèle inflammatoire De partie à partie. dans l'âme. Ah oui. C'est-à-dire, il y a un monisme psychologique, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans l'âme se communique à l'intégralité de l'âme. Et il y a un modèle inflammatoire qui fait que si vous n'arrêtez pas tout de suite, le tout sera pris. C'est pour ça que les passions, il faut les déraciner. Mhm. Alors, Clara de Giovanni, pensez-vous que Épictète et Marc Aurèle pourraient calmer les citadins qui ont du mal à marcher sur un trottoir un peu étroit et où il y a beaucoup de monde devant eux, qui marchent au milieu avec des écouteurs qui n'entendent pas qu'on essaye de passer, parce que c'est ça notre vie aujourd'hui. Les gens ont leur portable, les écouteurs, c'est très difficile de dire « Excusez-moi, pouvez-vous me laisser passer ?» Est-ce que vous pensez aussi que les stoïciens peuvent calmer les aristocrates de la cour au XVIIe siècle qui s'irritent de voir que l'étiquette est très mal réalisée, très mal comprise de beaucoup de leurs pairs? Franchement, le stoïcisme est-il grandiose ou un peu vain? C'est vrai que cette histoire d'amputation, la personne qui dit bon ben tu vas te faire amputer, mais au fond c'est pas si grave, on a envie de dire ils sont quand même sacrément intenses ces stoïciens. Et par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans le texte, c'est qu'il y a un peu cette idée que l'irritation, et j'ai l'impression en tout cas qu'elle est contre nature, alors que j'ai l'impression que être agacé, c'est aussi être vivant, c'est-à-dire être traversé par le dehors, par des affects, par des stimuli, et c'est quand même la preuve de notre humanité et du fait qu'on fait partie d'un grand tout. Donc j'aimerais vous interroger, Frédéric, sur est-ce que c'est contre nature vraiment d'être agacé dans la vie? Très belle question. Et Frédéric Ildefonse, comment allez-vous vous en sortir? C'est contre nature, encore une fois, parce que nous vivons dans un ordre... Enfin, pour les stoïciens, nous vivons dans un monde qui est ordonné. Donc si je m'irrite, oui, c'est contre nature. C'est littéralement contre nature. Oui, c'est-à-dire, mieux vaut changer la métaphysique que l'anthropologie. C'est-à-dire, il suffit de comprendre qu'on n'est pas ces hommes-là, mais qu'on est dans la nature est ordonnée, n'est pas désordonnée, et du coup, tout devient facile pour l'être humain. Non, tout ne devient pas facile parce que c'est précisément un travail de se décentrer et de ne pas considérer ce qui nous arrive à la simple mesure de ce qui nous arrive à nous. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'univers est ordonné. Oui, l'univers est ordonné. Pour les stoïciens, oui. C'est plus facile que l'univers soit ordonné. S'il vue... était un peu chaotique, ils auraient du mal à nous aider. Vous savez, c'est très intéressant parce que, justement, il y a des passages dans Marc Aurèle qui m'intéressent beaucoup, d'ailleurs, et qui sont récurrents, et qui disent, ces passages, soit les atomes, soit la providence. Donc, soit la position épicurienne, soit la position avec stoïcienne. du hasard, en plus. Voilà. Et on s'est interrogé sur la récurrence de ces passages chez Marc Aurèle. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est rhétorique? Quel genre de... Moi, je pense que c'est très, très sérieux. Et que précisément, si on, pour le dire vite, si on regarde ces textes et ce qui conclut de la récurrence de cette disjonction, c'est que si les atomes, au moins toi, tu as ta partie dominante. Tu as la partie dominante de ton âme. Et donc là, c'est très très intéressant parce que dans le cas d'un monde chaotique, Marc Aurèle nous dit que d'une certaine manière, nous pouvons reporter la charge que le cosmos n'assume plus sur la partie dominante de notre âme. Donc il y a tout de même une issue, même dans un monde chaotique. Et la maîtrise est toujours possible, c'est ça. De ce point de vue. Alors évidemment, Jean-Charles Darmon, ça pourrait être très séduisant pour le XVIIe siècle, qui est un monde qui aime la maîtrise, oui. Mais pour les auteurs corrosifs qu'il y a aussi au XVIIe siècle, dans le XVIIe siècle français, les stoïciens sont-ils autre chose que de grands hypocrites qui font mine de s'ignorer? Alors c'est une question difficile, parce qu'il y a eu, pendant tout le premier XVIIe siècle, un néo-stoïcisme puissant. Pendant les guerres de la Ligue, après les guerres de religion, hein, c'est ce qui permettait de retrouver un ordre, précisément. Se situer dans un ordre par des temps de désordre absolu, où les familles se déchiraient. Mais à partir, disons, d'un certain moment, je dirais, en gros, un petit peu avant la deuxième moitié du XVIIe siècle, ce modèle entre en crise. Ce modèle entre en crise, précisément,
comme hypocrisie. C'est-à-dire, c'est génial. Comme dit Michel Serres, hypocrisie, cela veut dire sous-détermination, sous-décision, sous-détermination, ce qu'il y a avant la décision. Et avant la décision, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les morales de l'amour-propre, c'est-à-dire sous la rationalité. Il y a cette puissance obscure, thématisée par l'amour-propre, c'est-à-dire cette volonté de puissance. Alors, je précise qu'on a fait une émission au sein de cette série sur Lévis sur l'amour-propre. Narcisse, c'était hier. Non, mais au contraire, j'adore qu'il y ait des échos entre nos épisodes. Mais donc, sur l'amour-propre, chers auditeurs, le 3e épisode était, j'espère, assez approfondi. Écoutez, alors en tout cas... Avec Pascal. Pascal, et vous savez que La Rochefoucauld a publié ses maximes. Oui. Qu'est-ce qu'il y avait sur les maximes ? Alors voilà, racontez-nous ça. Il y avait le buste de Sénèque. Stoïcien, donc, démasqué, avec un petit angelot qui arrachait le masque. C'était le frontispice des maximes. Et l'angelot regarde le lecteur en riant. C'est génial ça. Mais ça veut dire, il faut nous dire un mot sur Sénèque, donc qui est stoïcien, mais c'est vrai que c'est le plus facile à attaquer parce qu'il a été le conseiller de Néron, parce que il passe. Expliquez-nous un peu. Gassendi dit que Sénèque c'était le plus épicurien des stoïciens et le plus stoïcien des épicuriens. Mais pour revenir en écho à ce que vient de dire Frédéric, sous l'ordre apparent, il y a une grande gamme d'adversaires, des augustiniens jusqu'aux libertins les plus radicaux. Que dit La Rochefoucauld ? Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition des remèdes. C'est-à-dire qu'on a une sorte de continuum entre vice et vertu qui ne se manifeste que par les effets, certainement pas par les intentions, par une pureté des intentions. Le cœur n'est pas tout à fait limpide. Absolument pas. La prudence les assemble et les tempère, et elle s'en sert utilement contre les maux de la vie. Donc, l'amour-propre, qui est sous la rationalité, vit dans une irritation permanente. Il n'est jamais satisfait. L'amour-propre pourrait chanter « I can get no satisfaction ». Et la maîtrise est une illusion. Tout au plus, est-elle un masque social parfaitement hypocrite ? C'est Alors, c'est vrai, c'est une illusion, mais une illusion nécessaire. Parce que malgré tout, La Rochefoucauld, qu'est-ce qu'il fait ? Il produit un texte de maximes avec des séries, des séquences. C'est-à-dire qu'il essaie de rétablir un ordre dans ce désordre chaotique, avec un travail d'intellection. C'est pas du tout une soumission, une résignation au désordre, au chaos, une acceptation de la nature, mais au contraire une volonté de ressaisir des relations, de mettre en place des relations pour comprendre ce désordre intérieur en rapport avec l'ordre social extérieur. Comment tout cela peut s'agencer. Voilà. Et c'est un travail d'intellection que chaque lecteur doit faire. Alors ça, c'est pour les esprits corrosifs. La Rochefoucauld, Molière, nous allons y venir. Tout le XVIIe ne pense pas cela. D'ailleurs, ils sont très critiques des hypocrisies de leur temps, parfois matinées de stoïcisme. Qu'est-ce que tout ce que vient de dire Jean-Charles Darmon suscite en vous, vous qui êtes une spécialiste, Frédéric Ildefonse, du stoïcisme? Alors déjà, je voulais citer un passage que je relisais il y a peu, parce que à propos de I can't get no satisfaction, c'est vraiment une réponse d'Épictète, mais vous allez me dire c'est toujours la même réponse, et c'est pas faux. Épictète dit « Pourquoi ne pas te satisfaire de ce que tu as ?» Donc pourquoi t'irriter ? Parce que si tu t'irrites, c'est que tu n'es pas satisfait. Pourquoi, dit-il, es-tu insatiable ? Donc s'irriter et ne pas se satisfaire, c'est être insatiable. Et Épictète ajoute « Tu obstrues le monde ». C'est beau ça quand même. Mais peut-on faire autrement ? C'est ça la question. Peut-on, juste en décidant que nous devrions être
capable de satisfaction. Peut-on le décider et ça se passe? Sûrement. Et sûrement, c'est toujours cette même histoire qui est un tel t'a irrité. Mais non, non, non. Un tel ne t'a pas irrité. C'est ton jugement qui t'a irrité. Mais il y a quand même l'idée d'une clarté. Alors, justement, je voudrais revenir aller vers Molière. Dans son Don Juan, il y a un passage, Jean-Charles Darmon avec son père, terrible, acte 4, scène 4, dont Louise vient réprimander son odieux fils. Et en fait, en le réprimandant, il dit quelque chose de très, très intéressant et que Don Juan pourrait accepter sur le plan de la nature humaine. Il lui dit que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Autrement dit, si tu n'écoutes pas le ciel, si tu ne laisses pas le ciel décider ce qui est bien et mauvais, et franchement, Don Juan, il en a marre du ciel, qu'on lui met tout le temps sur les bras, dit-il à l'acte 1, scène 3, tout le monde vient lui parlant du ciel, il trouve qu'il ne parle pas très clairement, le ciel. Si nous ne faisons pas cela, lui dit son père, eh bien, nous ne savons pas très peu ce que nous faisons. Mais peut-être Don Juan répondrait, en effet, il y a une part de choses que nous ne savons pas en nous. Ça ne fait pas pour autant de nous des monstres dans la nature, qui est l'expression de son père. C'est peut-être la nature, justement, de ne pas voir clair. Mais je préfère ne pas voir clair que d'imaginer un ciel qui saurait. Est-ce que vous êtes d'accord? Et est-ce que finalement, ce n'est pas derrière une discussion sur la nature humaine, le caractère limpide ou obscur du cœur qui se joue? Absolument. Vous avez... Alors, le ciel... c'est une sorte de mot mana dans Don Juan. Sans arrêt, le ciel. Voilà. Mais le ciel est jaloux de cette sorte de choses, dit-il à Elvire. Parce que c'est un adultère déguisé, je vous ai ôté un couvent. Donc le ciel est irrité. Oui, c'est vrai, le ciel est irritable chez Molière. Mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est que le théâtre de Molière... arrive à répondre à une évolution puissante du thème de l'hypocrisie et de l'imposture, justement, avec une intériorisation de l'imposture. C'est-à-dire que l'imposture n'est pas seulement une fraude pour tromper autrui, mais on a l'idée qu'on porte en nous un imposteur ou une légion d'imposteurs intérieurs. Chacun a une ménagerie d'imposteurs intérieurs. Et on n'y voit pas clair. Qui le dévorent et qui mettent en cause l'unité du moi, l'unité de l'ego. Et donc, dans ce grand mouvement où on n'est pas simplement imposteur pour autrui, mais imposteur pour soi-même, Don Juan se débrouille comment ? En simulant. Alors, en montrant que c'est tellement proche, le sincère dévot du faux dévot. D'ailleurs, c'est génial, lui qui ne croit en rien, le voilà qui joue le rôle du dévot magnifiquement. Vous voulez qu'on l'écoute? On l'écoute et je vais attendre votre commentaire. Il s'agit d'un extrait du Don Juan de Molière dans le film, l'adaptation du film de Bleuval. Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit d'un repos d'une impunité souveraine. Mais on lit, à force de grimaces, une société étroite, avec tous les gens du parti, qui en choque un, se les jette tous sur les bras, et ceux que l'on sait même agir de bonne foi là-dessus, et que chacun connaît pour être véritablement touchés. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers, et appuient aveuglément les sages de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement les désordres de leur jeunesse, qui se sont fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire.
C'est sous cet abri favorable que je veux me sauver et mettre en sûreté mes affaires. Je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai sans me remet prendre mes intérêts à toute la cabale et serai défendu par elle envers et contre tous. Enfin, c'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. C'est Michel Piccoli qui incarne magnifiquement Don Juan dans ce film de Marcel Buval de 1965. Je vous laisse commenter, Jean-Charles Darmon. Oui, alors c'est un texte d'une puissance, d'une radicalité extraordinaire, qui se situe dans une réflexion très forte de Molière sur l'hypocrisie, mais qui se poursuit depuis Tartuffe. Oui. Et aussi, parallèlement, dans l'écriture du Misanthrope. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler ce passage de Tartuffe, qui est interdit au moment où il écrit Don Juan. Le faux dévot, voilà. Insupportable. L'hypocrisie dévote, qui menace les liens sociaux, politiquement. Et le Misanthrope, c'est-à-dire comment vivre avec des formes mineures d'hypocrisie. Car celui qui déteste le plus l'hypocrisie se retrouve lui-même piégé voilà. dans le Misanthrope. Donc Molière n'a pas de solution radicale. Et alors Don Juan trouve sa solution à lui, c'est-à-dire, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Au fond, on attend, ça c'est un topos, du libertin qu'il finisse par se convertir. Alors on a l'impression qu'il se convertit au début de l'acte 5. Et puis il fait la théorie de sa propre hypocrisie. À quoi se convertit-il ? Non pas à la dévotion, mais au personnage d'hypocrite. Il a trouvé un meilleur personnage. Et on ne verra pas la différence, dit-il. Non. Pourquoi ? Parce qu'il fait apparaître un continuum dans les ressorts qui font agir la séduction. Alors il a une pratique de libertin en matière de séduction, avec ses formes d'hypocrisie, c'est-à-dire c'est l'abuseur de Séville, disait Tirso de Molina. Il se travestit, voilà. Mais Molière fait apparaître l'imposture du libertin, du séducteur libertin, comme une imposture mineure par rapport à l'imposture des dévots. Et les dévots, alors ce qui est tout à fait, c'est un vice privilégié qui a quelque chose de merveilleux pour Don Juan. Pourquoi ? Parce que qui en choque un se les jette tous sur les bras. C'est-à-dire que il y a une sorte de pouvoir collectif de l'imposture dévote qui fait que de la démasquer ne suffit pas. On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. C'est-à-dire que par rapport à Tartuffe, Don Juan, c'est encore pire. Dans Tartuffe, démasquer l'imposture, eh bien, il suffisait d'un dispositif scénique, théâtre dans le théâtre, orgon caché sous la table, et on jouait, la séduction, on faisait jouer Tartuffe pour le démasquer. Là, on a beau savoir que les dévots sont des faux dévots, ils continuent de régner et de s'imposer. Est-ce que vous diriez que c'est toute la stratégie d'apparaître à peu près maîtrisé, contrôlé, qui est dénoncée par Molière comme étant toujours une imposture, puisque le cœur n'est pas si limpide ni simple et que nous ne comprenons pas tout en nous, que nous soyons sincèrement dévots ou hypocritement dévots, ça se ressemble terriblement. L'hypocrisie fondamentale, c'est de croire que nous puissions être quelque chose de simple. C'est Alors, ça ? c'est vrai, parce que Molière a beau essayer de dire, notamment aux dévots qui ont fait condamner Tartuffe, mais je marque bien la différence entre les vrais dévots et les faux dévots. Je donne des marques qui sont évidentes, mais n'empêche que Orgon est séduit, et Orgon n'est pas un faux dévot. C'est-à-dire que ce qui apparaît, c'est ce jeu de duperie qui est indissociable entre dupeur et dupé. Et alors celui qui voudra contester toute cette duperie, Alceste, dans le Misanthrope, le personnage de la sincérité qui a tant plu à Rousseau plus tard, en fait Molière dit que là aussi, il est trop simple, l'ami Alceste. Bien sûr. Et il est bien plus hypocrite qu'il ne le croit, et même un peu
dans la domination des autres. Absolument. Et là, évidemment, Alceste n'est pas simplement, comment dire, un personnage ridicule, c'est un personnage inquiétant. Oui. C'est un personnage inquiétant. Et dès la première scène, Alceste est celui qui déplore le fait que la vraie amitié, c'est pas ces amitiés sociables, où on, C'est de savoir se dire les choses, tout ce qui nous irrite, tout ce qui nous agace, Voilà, oser voilà, le voilà, dire, voilà. être sincère. Être absolument sincère, c'est-à-dire une nostalgie de la pureté. Une nostalgie de la pureté. Mais en même temps, au même moment, Molière fait écho à ce que dit très bien La Rochefoucauld, c'est-à-dire que sous l'amitié comme don de soi sincère et généreux, il y a un trafic. Il y a un trafic, il y a un commerce obscur entre intérêts. Alceste a intérêt, plus ou moins, à dire du mal de la fausse amitié. C'est ce qui apparaît aussi. Puis il a peur de la sincérité. La peur. Il a peur que Célimène lui dise vraiment la vraie vérité. La si vraie j'ose vérité. dire, qu'elle ne l'aime pas beaucoup. Voilà. Et quand Arsinoé vient lui dire, mais tu sais, elle ne t'aime peut-être pas beaucoup, il dit à la fin de l'acte 3, « Oh, madame, votre charité se serait bien passée de jeter dans le mien une telle pensée. » Bah oui, mais c'est lui qui demande qu'on lui dise les choses. Absolument. Et en fait, il ne le supporte pas. C'est-à-dire que sous le don de soi, il y a un commerce, comme dit La Rochefoucauld, trafic d'intérêts, mais sous les intérêts, il y a quelque chose qui est totalement biaisé par cet opérateur qui est l'amour-propre, et toute cette obscurité qui fausse les échanges. Et sous l'amour-propre, lui-même, sous cette réalité de l'amour-propre, il y a une nécessité de la duperie et de l'illusion pour vivre ensemble. Donc, il y a vraiment compliqué. C'est assez vertigineux. C'est-à-dire, on va d'une couche à l'autre sans arrêt et on est renvoyé du premier niveau au deuxième et au troisième. Le sincère lui-même est le plus grand des hypocrites. Voilà, absolument. Et alors, la comédie marque, parce que le genre comique veut qu'il y ait un retour à l'ordre, et que le personnage associable est exclu, en quelque sorte, ou en tout cas, la comédie participe d'une thérapie, d'une sorte de thérapeutique. Mais elle laisse elle laisse toutes ces questions ouvertes, la comédie de Molière. C'est-à-dire que les critiques que fait Alceste et son irritation subsistent chez le spectateur. On ne fait pas taire Alceste. Aïe, c'est fou. Est-ce que ça m'énerve quand tu rajustes, sadique, au soleil, tes jartelles.